Hey yo, c'est TJ et bienvenue sur Formula Wrestling. On se retrouve pour le 4e numéro de F1 Review sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ce 4e numéro donc qu'on va consacrer comme d'habitude, comme vous le savez, sur on va parler vite fait des qualifications, puis ensuite faire un débrief de course et parler des tops et flops. D'ailleurs mon classement des tops et flops comme promis sera présent. Mais je ne commenterai pas vraiment le classement parce que voilà, c'est encore beaucoup trop tôt pour commenter. Donc on va vers la présentation du circuit. Alors le circuit du Grand Prix d'Azerbaïdjan est un circuit de 6 km,003, donc 6 km, avec pour une distance de course de 306 km au terme des 60 tours. Il a été inauguré en 2016 en tant que Grand Prix d'Europe, puis l'année dernière, il a été inauguré une deuxième fois, puisque c'était l'année dernière que s'est déroulé le tout premier Grand Prix d'Azerbaïdjan, et du coup il a été inauguré en 2017 en tant que Grand Prix d'Azerbaïdjan pour la première fois. Le record du tour en piste, il est détenu par un certain Sebastian Vettel sur Ferrari, 1:43.441 en course bien évidemment. Le temps de la pole, pour vous le donner, 2017, le temps de la pole 2017, il est détenu par Lewis Hamilton, Mercedes, 1:40.593, donc vous voyez une différence de 3 secondes entre le temps de la pole et le record de la piste. Pour comparaison, la pole position cette année de 2018, elle est détenue par Sebastian Vettel, 1:41.498, donc une différence d'environ 1 seconde par rapport à la pole de l'an dernier. Le halo n'y est pas pour rien, puisque le poids du halo ajoute un poids supplémentaire au F1 et les rend donc un petit peu plus lentes. On est donc sur un circuit spécial, puisque c'est le deuxième circuit urbain du calendrier officiel 2018 de Formule 1. Le deuxième, puisque le premier Grand Prix urbain, c'est le premier Grand Prix de la saison, puisque le circuit de Melbourne sur l'Albert Park, c'est un circuit urbain. Et donc c'est le deuxième, donc un circuit qui est en ville et qui a une particularité, c'est que comme à Monaco, c'est assez étroit sur certaines parties du circuit. Bon, à la différence que Monaco c'est étroit partout, mais à Azerbaïdjan on a quelques parties qui sont très étroites et où le dépassement est très difficile. Même si on a parmi la plus grande ligne droite du calendrier du monde du championnat du monde de Formule 1, que vous voyez certainement là, c'est la ligne d'arrivée. Donc vous voyez la ligne d'arrivée avec le petit point. Et bien voilà, cette ligne d'arrivée, cette grande ligne droite, c'est la plus grande ligne droite du championnat du monde. C'est là qu'on peut voir à peu près quelle monoplace est la meilleure en ligne droite. Et donc voilà, c'est la meilleure, c'est la plus grande ligne droite du championnat, beaucoup plus grande que celle de Shanghai qu'on avait vue lors des revues précédentes. Et donc là, avant de parler du débrief de course, on va parler vite fait des qualifications. On va faire assez brièvement, puisqu'on a quand même pas mal de choses à dire sur ce week-end de course. Sur les essais libres, pas grand chose à ajouter, puisque comme vous le savez, les essais libres c'est surtout des essais, donc voilà, ils sont surtout intéressants pour comprendre à peu près le rythme de course des pilotes au cours du Grand Prix. Donc voilà, ce sont que des essais, donc là on va pas s'attarder dessus, on va parler des qualifications. Et avant de continuer à parler des qualifications, j'allais juste ajouter un mot sur la météo qui était assez fraîche. Pour ceux qui ont suivi les qualifications au Grand Prix d'Azerbaïdjan, pas mal de vent. Bon, après c'était pas forcément la même météo qu'à Shanghai, mais il y avait pas mal de vent. Et sur ces qualifications, que dire, une nouvelle pole pour Ferrari encore, celle de Sebastian Vettel, qui a signé, comme je l'ai dit précédemment, une pole position en 1:41.498 devant le pilote Mercedes Lewis Hamilton. Donc on se retrouve après cette pole de Sebastian Vettel sur une première ligne explosive entre Hamilton et Vettel. Donc les deux grands rivaux de la saison 2017 sont sur la première ligne, donc déjà rien que ça donne envie de voir le Grand Prix. On a Bottas 3ème, et puis
la déception sur le clan Ferrari, eh bien c'est Kimi Raikkonen qui était en train d'améliorer sur les 2 premiers secteurs, et puis sur le dernier, eh bien sur le dernier secteur, juste avant d'enchaîner les quelques petits virages rapides avant d'enchaîner sur la très grande ligne droite, eh bien Kimi Raikkonen s'est trompé. Et il est parti presque en tête à queue et a perdu donc l'avantage qu'il avait gagné sur son tour qualificatif. Et de ce fait, eh bien, il s'est classifié 6ème de ses qualifications. C'était très décevant puisque Kimi Raikkonen avait tout pour battre Sebastian Vettel. Et ça aurait été encore plus beau pour Kimi Raikkonen, lui qui a affronté pas mal de problèmes, notamment stratégiques de la part du clan Ferrari. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Kimi Raikkonen, c'est de pouvoir lutter pour les meilleures places et lutter contre son coéquipier, contre Hamilton, contre Bottas, puisque Ferrari a besoin aussi d'un pilote comme Raikkonen qui est au sommet de sa forme et motivé comme jamais. Donc voilà, première ligne explosive. On a ensuite McLaren qui est toujours au même point. Alors je vais pas non plus trop m'attarder non plus sur le cas McLaren, mais voilà, quand on voit Stoffel Vandoorne classé 16ème et puis Alonso classé 13ème, voilà, donc ça stagne du côté de chez McLaren. Là encore, l'excuse pour McLaren, c'est que elle arrivera au prochain Grand Prix à Barcelone avec une spec B, donc c'est-à-dire avec une monoplace mise à jour. Donc ça reste à voir, mais pour l'instant ce résultat il est très moyen, surtout que eh bien, les 2 monoplaces McLaren ont été battues par une Williams, celle de Sergei Sirotkin, qui a étonné tout le monde, moi y compris, en se classifiant donc 12ème sur cette grille de départ. Le pilote Williams, il a surpris pas mal de monde, hein, puisque la Williams à l'origine... Non, les deux Williams ont battu les 2 McLaren. Sergei Sirotkin 12ème et Lance Stroll 11ème. Donc voilà, c'est une claque pour McLaren là aussi, hein, puisque les 2 Williams, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, elles n'étaient pas bonnes, elles étaient vraiment en déficit. Elles avaient besoin de changement, besoin d'énormément de travail. Et puis là, 11ème et 12ème place pour Stroll et Sergei Sirotkin. Donc voilà, Williams se sauve bien au niveau des qualifications, ça change. Mais bon, après, quand on voit au niveau des temps, voilà, les 2 Williams sont à 2 secondes. Les 2 Williams sont à 2 secondes du meilleur temps de la course. Donc voilà, c'est pas spécialement encourageant pour les écuries qui se sont qualifiées derrière Williams. Donc voilà, McLaren a énormément de travail à faire sur ce plan là, hein. Fernando Alonso s'est classé à 2 secondes 5 du meilleur temps de la pole. Donc voilà, c'est très mauvais pour McLaren, battu par les 2 Williams. Donc là aussi c'est hyper décevant pour les McLaren et très bon pour les Williams. Williams est donc en bonne voie. Espérons pour eux que ça continue et qu'ils remontent la pente, parce que voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à une écurie comme Williams. Ensuite, on a Force India qui a fini devant les 2 Renault. Donc on a Esteban Ocon 7ème, Sergio Perez 8ème. Donc là aussi, très bon résultat pour Force India qui revient aux places qu'on avait connues l'année dernière. Et puis Renault, P9 et P10. Donc voilà, Renault juste derrière Force India et juste devant Williams. Donc là aussi, Renault confirme qu'il faut compter sur elle. Red Bull est à l'affût bien évidemment, hein, avec Verstappen 5ème et Ricciardo 4ème. On va donc passer au débrief de course de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et voilà, pour ce débrief de course, on va parler tout d'abord de la météo, puisque c'est un premier fait qui est assez important à noter. Donc il faisait 16 degrés en piste, enfin il faisait 16 degrés à Bakou, avec un vent fort, un ciel gris. Donc on s'attendait peut-être pourquoi pas à une éventuelle pluie ou pas. En tout cas, il y avait beaucoup de vent, une météo fraîche, 16 degrés, donc tous les ingrédients finalement pour qu'il y ait peut-être une météo pluvieuse. En tout cas, du côté des écuries, on ne se souciait pas trop. Donc voilà, on va se présenter du coup au départ. Et les premiers virages, il n'y a pas de gros changements, hein. Chaque pilote maintient à peu près sa position. Je parle bien sûr pour les deux premiers virages, puisque ce qui s'en suivra après, c'est une série d'incidents complètement ahurissants qui certainement plairont à ceux qui aiment beaucoup les petits crashs sur certains circuits. Voilà, donc on a d'un coup une bataille au milieu de peloton, Raikkonen qui est cogné par Perez, il me semble. Raikkonen et Perez qui sont touchés, Ocon qui part à la faute, Ocon qui était derrière Raikkonen, qui part complètement contre le mur, boum, il rate
son premier tour et du coup il abandonne Esteban Ocon. Donc là aussi très décevant pour le pilote Force India qui était juste derrière Raikkonen. Il était bien placé pour marquer des points. Perez fait une faute. Et du coup il sera lui aussi pénalisé de 5 secondes sur la grille de départ. Puis juste derrière il y a aussi un accident, un accrochage entre Sirotkin, Fernando Alonso et puis il y a aussi Hülkenberg. Donc sur ce plan là Alonso était décalé vers la gauche, Sirotkin vers la droite. Sirotkin essaie donc de dépasser Fernando Alonso, il avait Hülkenberg devant lui, et eh bien je dirais que le manque d'expérience de Sirotkin l'a fait prendre une trajectoire qui a été un peu plus risquée, et du coup il a poussé Fernando Alonso à être en contact avec l'arrière de la monoplace de Nico Hülkenberg, et Sirotkin a fini par toucher Fernando Alonso. Tous ces petits accrochages qu'il y a eu, eh bien, ils ont eu des conséquences. Raikkonen a dû rentrer au stand avec un aileron cassé. Perez donc a eu une pénalité. On a eu Fernando Alonso qui a fini sur deux roues. Sur deux roues, oui. Il a eu, une double crevaison. D'ailleurs, je me demande encore comment Fernando Alonso a réussi à rentrer au stand sur deux roues. En tout cas, c'était incroyable. C'est deux pneus du côté droit. Ils ont été crevés, donc il est venu sur une roue. C'est assez difficile, hein. Très peu de pilotes sont capables de revenir au stand avec deux pneus crevés, surtout deux pneus crevés qui sont dans le même sens. Donc c'est-à-dire que il faut faire deux fois plus de coups de volant et surtout espérer ne pas détruire sa monoplace. Donc Alonso il a eu énormément de chance, même si sa monoplace a été endommagée d'après les dires de ses mécaniciens. Donc on s'est retrouvé avec un premier tour au tout début qui avait l'air d'assez calme, et puis d'un coup pam ça part dans tous les sens avec des accrochages par-ci par-là et des pilotes qui s'en retrouvent touchés. On finit avec Van Dorn dernier, Alonso dans les derniers aussi, Raikkonen 15ème. Donc voilà, c'était un peu la débandade. Ensuite on a la reprise au tour 6. Donc là, après, on a eu le safety car. Voilà, tout a été nettoyé. Tous les pilotes sont en place. Et puis là, on a Vettel qui fait une manœuvre que moi je dirais assez risquée. Parce que l'année dernière, Lewis Hamilton, il me semble, je crois que Lewis Hamilton avait fait presque la même manœuvre. Et il avait été décidé que cette manœuvre serait interdite. Que fait Vettel? Vettel, il ralentit juste avant Vous savez, maintenant, il y a une règle dès que la safety car part au stand, eh bien la reprise se fait juste avant la ligne droite d'arrivée, et eh bien ce qui laisse un peu au pilote, eh bien, de pouvoir se relancer juste avant dans les deux derniers virages. La voiture de la safety car rentre, et puis les voitures elles se préparent à démarrer juste avant la ligne d'arrivée, voilà, pour qu'il y ait un certain ordre. Et là Vettel, eh bien, il a voulu profiter de ça, il a voulu ralentir brusquement tous les pilotes. Pourquoi? Parce que il voulait les avoir au démarrage, puisqu'à l'accélération la Ferrari est très très bonne, et surtout pour éviter que son adversaire qui était derrière, donc Lewis Hamilton, ne profite de eh bien, l'aspiration pour le dépasser. Voilà un peu le but de Vettel. Et moi honnêtement je ne comprends pas pourquoi il a ralenti comme ça. C'était pas nécessaire. C'était pas un geste qu'il fallait faire. D'ailleurs Lewis Hamilton en a profité, il s'est plaint à la FIA de cette manœuvre de Vettel qui était risquée. Donc voilà, il a ralenti vraiment. Il aurait pu causer un crash comme il y a pu en avoir un l'année dernière. Franchement, ça aurait pu être dangereux. Voilà, c'était un geste innécessaire de Vettel. Voilà, il continue encore Vettel à faire quelques manœuvres comme ça. Moi, je ne comprends pas. C'est clairement indigne d'un quadruple champion du monde. Là encore, je répète, hein, c'est indigne d'un quadruple champion du monde. Il n'avait pas à faire ça. Vettel, même si on peut comprendre qu'il avait envie de garder son avantage. Et donc à cette reprise, on a quand même des belles surprises. On a Gasly qui est 7ème, on a des dépassements, Verstappen qui dépasse Ricciardo, on a Verstappen ensuite qui dépasse Sainz au tour 7. Voilà, on a pas mal de dépassements, ça lutte juste après cette reprise. Donc voilà, on se dit, voilà, enfin, ce qu'on veut voir, des dépassements par-ci par-là. Une lutte se crée ensuite dans le peloton, dans l'avant-peloton. C'est-à-dire qu'après le départ de Vettel, on a le groupe Vettel, Hamilton, Bottas. Et puis ensuite, derrière, on a les Red Bull contre les Renault à partir du tour 9. Donc voilà, on a Hülkenberg qui dépasse Ricciardo. Et puis ça continue. Alors, ces dépassements, ils continuent puisque il y a des passes d'armes ensuite entre Ricciardo et Hülkenberg. Donc voilà, on se retrouve un peu avec une Red Bull devant une Renault, puis juste derrière la Renault il y a une Red Bull et enfin la Renault qui complète. Donc voilà, c'est une lutte entre Red Bull et Renault qui est assez intéressante. Pendant ce temps, on a Stroll qui est 8ème, on a
Un abandon de Hülkenberg au tour 11, là aussi. Un abandon qui est très très difficile puisque Hülkenberg abandonne suite à une erreur de pilotage. Il cogne le pneu arrière droit contre le mur qui est juste avant, je crois, le secteur du vieux château, il me semble. Voilà, donc c'est un des secteurs où il avait eu aussi un accident l'année dernière. Donc là aussi, encore une fois, déception pour Hülkenberg. Il l'abandonne une nouvelle fois à Bakou après l'année dernière. Après qu'il ait cogné le pneu, eh bien, il n'a pas pu regagner la voie des stands et il a été obligé donc d'abandonner. Ce qui est bien dommage pour lui. La bataille entre les Red Bull et Renault continue, puisque si Hülkenberg abandonne, eh bien Sainz il est devant Verstappen, il est quatrième. Donc, donc voilà, les Red Bull sont toujours à l'affût de la quatrième place. Sainz tient tant bien que mal avec ses pneus. Il finira d'ailleurs par rentrer parce que voilà, ses pneus étaient usés. Et puis à ce moment-là, on a une alerte étrange de la FIA qui est donnée en direct à la télé. C'est assez rare qu'on ait ça en Formule 1. Alors une alerte étrange puisque le système de détection du DRS, eh bien, il ne fonctionnait plus. Alors pour toutes les monoplaces, le système de DRS, comme vous le savez, c'est celui où on appuie sur un bouton, le pilote appuie sur un bouton sur son volant qui eh bien, réduit son aileron arrière, qui baisse la deuxième partie de son aileron arrière afin que l'air puisse passer et qu'il puisse gagner quelques kilomètres, permettant ainsi au pilote eh bien, de dépasser facilement son adversaire. Donc c'est pour un gain de vitesse sur une ligne droite. Et il y a le système de détection, donc c'est un système qui permet eh bien, au pilote de pouvoir activer le DRS dans la zone de détection, puisqu'il y a des zones spécifiques au DRS, qui sont des zones spécifiques à l'activation, donc ce sont des zones où le DRS est activé, et seulement ces zones-là, pas ailleurs. Et donc ce système de détection ne fonctionnait pas, notamment à cause d'un vent fort, etc. Et il a été demandé en plein direct à toutes les écuries eh bien, de l'activer manuellement, tout simplement. Voilà, c'était insolite, c'était très très insolite. Moi j'étais très étonné de voir ça. Donc voilà, comme qu'on peut être des fois surpris de certains problèmes techniques. Voilà, on va sauter vite fait tout ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses pour ce Grand Prix. On a eu un duel musclé entre les Red Bull qui continuait d'ailleurs pendant ce temps. Au tour 27, Verstappen qui dépasse Ricciardo pour la quatrième place. Puis Ricciardo qui redépasse Verstappen au tour 35 plus tard pour la quatrième place à nouveau. Donc voilà, le duel entre les Red Bull s'installe après que Sainz soit rentré au stand. Donc voilà, les Renault ne sont plus en train de lutter contre les Red Bull. C'est donc une lutte entre équipiers. Et puis voilà, donc au tour 39, on a Bottas qui ne s'est toujours pas arrêté jusqu'à présent. Donc voilà, au tour 39, on se pose des questions sur la stratégie de certains pilotes. Et puis on arrive à l'incident du tour 40. Alors, l'incident du tour 40, c'est, comme vous le savez sans doute, le crash des deux Red Bull. Ricciardo fonce sur l'arrière de Verstappen et s'encastre derrière son aileron arrière, et puis du coup les deux pilotes abandonnent. Et sur ce crash, eh bien, que dire si ce n'est que, eh bien, il faut l'avouer, Verstappen était fautif. Mais pas que, c'est-à-dire que fautif parce que Verstappen a effectivement changé de trajectoire au moment où Daniel Ricciardo a entamé sa manœuvre de dépassement. Et puis malheureusement, eh bien, Ricciardo n'a pas pu freiner à cause de l'aéro, puisque comme vous le savez, en ligne droite, derrière une monoplace, il y a l'effet d'aspiration qui se produit, et du coup par l'effet d'aspiration Ricciardo a gagné en vitesse. D'ailleurs il finira dans les vitesses de pointe maximale, Daniel Ricciardo, avec une vitesse de pointe de 344 km/h en ligne droite, donc qui a été obtenue au moment de l'incident avec Verstappen. Voilà, donc un accident causé par Verstappen de sa faute, mais aussi celle de Ricciardo. Donc c'est un fait de course finalement, puisque les deux pilotes ils luttaient, ils voulaient pas se lâcher, ils voulaient pas se faire de cadeaux finalement. Et puis voilà, il y a eu un accident et c'est très regrettable pour Red Bull, puisque c'est une nouvelle course sans points. Voilà, c'est dommage d'en arriver là, mais voilà, c'est la Formule 1, c'est comme ça. Les deux pilotes vont devoir, ils ont dû s'expliquer, mais ils vont devoir apprendre de leurs erreurs de ce Grand Prix encore une fois, pour eh bien ne pas reproduire ça à l'avenir, puisque c'est Red Bull qui prend cher, qui ne prend pas des points précieux. Donc voilà, à l'issue de ce crash qui est quand même assez spectaculaire, on a une safety car qui sort. Et au moment de cette safety car, comme d'habitude, depuis ce début de saison, et ça a toujours été le cas en Formule 1, dès que la safety car rentre, il y a toujours des pilotes qui en profitent pour rentrer au stand. C'est le cas pour Valtteri Bottas qui rentre au stand, et du coup,
Valtteri Bottas va en profiter, puisque au moment où il rentre au stand, il est premier devant Sébastien Vettel. Il rentre, il chausse d'autres pneus, il me semble que c'était les pneus ultra soft, et lorsqu'il ressort, eh bien il ressort devant Sébastien Vettel grâce au safety car. Et donc c'est une victoire servie sur un plateau d'argent pour Mercedes et pour Valtteri Bottas. Donc jusqu'à ce moment-là, on se dit voilà, cette fois-ci la victoire ne sera pas acquise à Ferrari, mais bien à Mercedes et à Bottas. Et il ressort devant, on est à quelques tours de la fin, on est au 40e tour, il reste 20 tours. Donc Bottas va tenir jusqu'à la fin, il va sûrement gagner, et sûrement devant Sébastien Vettel. Donc voilà à peu près la question, enfin comment on pense au tour 40. Notre pensée finalement se fixe sur eh bien, un podium entre Bottas, Vettel et puis Hamilton qui est troisième. On a Raikkonen qui commence à remonter. Euh, et voilà, c'est un peu notre fil de pensée. On se dit, voilà, ça sera une victoire tranquille de Mercedes. Que va faire Ferrari? Peut-être Vettel va essayer d'attaquer Bottas. Voilà un peu notre pensée sur ces tours-là. Mais bon, la safety car va rester en piste, histoire que les débris des deux Red Bull soient nettoyés. Et on va voir quelque chose aussi d'assez surprenant au tour 43. Une erreur de Romain Grosjean pendant le régime de safety car. Alors il est en train de chauffer ses pneumatiques en faisant des coups de volant à gauche et à droite. Et il se trouve que à un moment donné, Romain Grosjean, le pilote français, perdra le contrôle de sa monoplace et va s'encastrer contre le mur. Juste après, on a un commentaire complètement hilarant du mécanicien, du technicien radio de Romain Grosjean. Son, son, la, son, c'est la personne qui est en charge de communiquer avec Romain Grosjean par la radio lui dira oui, c'est un coup du pilote qui était juste derrière lui. Alors je me rappelle plus du nom, je crois que c'était Lance Stroll qui était 8ème, qui était juste derrière lui. C'était un coup de Stroll ou je ne sais rien, ou je ne sais quoi. Et voilà, donc ça a été complètement euh, raté de Grosjean. Franchement, j'avais honnêtement pas de mots pour décrire cette erreur de Romain Grosjean, une erreur stupide d'amateur. Son ingénieur donc radio a accusé à tort l'adversaire de Romain Grosjean qui était juste derrière lui, mais en fait voilà, il y avait personne derrière Romain Grosjean. C'est une erreur que Romain Grosjean a commise seul. D'ailleurs, on l'a vu, en rentrant au stand, il a complètement balancé des gants dans son box parce qu'il était énervé. L'erreur c'était lui. Il dira plus tard que il a fait ce crash parce que au moment où il était en train d'essayer de chauffer ses gommes, eh bien il avait appuyé sur un bouton et du coup il avait perdu la concentration. Moi honnêtement, je pense que c'est totalement c'est pas la peine de trouver une excuse du bouton parce que voilà, c'est d'une erreur de débutant. Il a dû à un moment donné complètement perdre sa concentration et du coup eh bien il est allé s'encastrer contre un mur. C'est dommage pour un pilote qui a de l'expérience comme Romain Grosjean. Donc voilà, on a la reprise donc au tour 48, mais cet accident de Romain Grosjean, eh bien, il va permettre à beaucoup d'écuries d'aller rentrer au stand, changer de pneumatique, et ensuite, eh bien, de pouvoir en profiter. Donc, on assistera ensuite à un super restart, une manœuvre risquée donc. On a une manœuvre risquée sur la ligne droite pour Sébastien Vettel, puisque au restart, Bottas est premier. Bottas qui du coup voit Vettel lui passer vers la gauche, profiter de l'aspiration. Vettel fait une manœuvre hyper risquée puisque il voulait absolument la première place et donc il est prêt à tout. Il sait que c'est au moment du départ qu'il faut le faire puisqu'il avait l'aspiration et qu'il était juste derrière, et sa manœuvre était tellement risquée, il allait tellement vite que eh bien, Vettel finit par se rater et il fait un plat, ce qui va notamment endommager ses pneus, et non seulement après avoir dépassé Bottas il ne réussira pas à rester devant Bottas, mais il sera dépassé par Bottas, par Hamilton, et il finira par se retrouver quatrième. Sébastien Vettel, même dépassé par le pilote mexicain Sergio Pérez. Donc voilà, on a la manœuvre risquée de Vettel qui n'a pas payé. Donc ça a été quand même une très grosse surprise que Vettel se soit raté et qu'il soit quatrième. Ses pneus sont endommagés, donc du coup le pilote allemand n'a pas pu lutter. Et puis là on a un autre rebondissement au tour 49, on a une crevaison de Bottas complètement sortie de je ne sais où. Et bien cette crevaison de Bottas qui va donner la victoire d'Hamilton sur un plateau d'argent, lui qui était derrière Valtteri Bottas et qui ne pensait d'ailleurs même pas à la victoire. Cette crevaison de Bottas qui est due certainement à un débris laissé par l'un des nombreux accidents présents sur le circuit de Bakou.
Eh bien voilà, c'est une crevaison dommage pour Valtteri Bottas qui du coup ne gagnera pas la course. Il la finira par abandonner. On a donc Perez qui a dépassé Vettel pour la troisième place. On a Raikkonen qui arrive et qui du coup passe deuxième. Kimi Raikkonen qui a commencé sixième et qui s'est retrouvé à un moment 15e ou 14e. Il a remonté jusqu'à la deuxième place. Vettel finit quatrième. Et ensuite on a Leclerc qui se fait dépasser par Sainz. Donc voilà, on a pas mal de dépassements juste après le restart. On a pas mal d'actions, on a notamment Fernando Alonso qui fait un jeu de dépassement avec Lance Stroll. Et voilà, on finit donc sur une victoire de Lewis Hamilton. Et voilà, donc c'est sur cette victoire d'Hamilton qu'on finit donc ce débrief de la course. Honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était un super Grand Prix avec pas mal de rebondissements, même si voilà, ces rebondissements ils se sont dus notamment aux divers incidents, soit parce que les pilotes n'ont pas trop d'expérience, soit parce que le vent fort a fait que les pilotes avaient beaucoup de difficultés à maîtriser leur monoplace. Je pense notamment à Kimi Raikkonen qui a eu pas mal de difficultés, notamment en qualification, même Fernando Alonso. Donc voilà, ça a quand même été un bon Grand Prix, il faut l'avouer. D'ailleurs, petit plus, hein, toutes les écuries ont marqué des points grâce à Williams, puisque maintenant Williams a marqué des points grâce à la bonne position en course de Lance Stroll, puisqu'il finit 8ème. Lance Stroll, donc voilà, il a permis de donner les premiers points à Williams, et de ce fait, eh bien, on se retrouve avec toutes les écuries du championnat du monde qui ont des points. Donc voilà, c'est plutôt bien pour les écuries en Formule 1. Et donc, on va passer donc aux tops et flops, mais juste avant, on a le classement des pilotes, comme vous pouvez le voir, hein, avec Lewis Hamilton en premier, Vettel deuxième. Hamilton prend donc le dessus du championnat du monde avec Kimi Raikkonen qui complète donc le top 3. Pour les constructeurs, on a Ferrari qui est toujours premier avec Mercedes à l'affût. Red Bull est toujours troisième malgré son double abandon. Et puis on a McLaren Renault qui est quatrième à la surprise générale. On va passer donc aux tops et flops de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est parti pour le top et le flop. Et donc pour mes tops, puisque c'est mes tops qu'on va commencer comme d'habitude, on va parler d'un pilote en particulier. Le premier top du jour, c'est pour moi Charles Leclerc, le pilote du jour, effectivement, Charles Leclerc. Alors, pour plusieurs raisons, hein. Le pilote monégasque, puisqu'il est monégasque et pas français, fait une performance incroyable. Il finit 6ème avec une Sauber. Malgré tous ses abandons, il a quand même réussi à finir 6ème avec une Sauber, c'est extraordinaire. Sauber Alfa Romeo, comme vous le savez, a eu énormément de problèmes l'année dernière. Sauber était avec des problèmes financiers très graves l'année dernière. Il n'avait pas pu apporter des évolutions l'année dernière, donc ils partent de très 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 loin, Sauber. Donc ils n'ont pas vraiment la monoplace pour lutter pour les points. Eux-mêmes le savent, donc l'attente n'est pas énorme. Mais cette 6ème place, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est jolie, c'est extraordinaire ce qu'a fait Charles Leclerc, puisque cette 6ème place, notamment, il finit devant Fernando Alonso, double champion du monde sur McLaren, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Il a extraordinairement bien piloté, Charles Leclerc, pendant toute la course, il a piloté solide, il a évité les accidents, il n'a pas fait de faute grave, il a maintenu sa position, ses positions plutôt régulièrement. Il a lutté avec les plus grands. Il était juste derrière les Ferrari, Red Bull, McLaren, non, les Ferrari, Mercedes, Red Bull et même Force India. Donc voilà, il était derrière toutes ces monoplaces là qui sont pourtant bien plus rapides que la Sauber. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Donc son résultat le propulse pour moi dans mes tops des tops. Plus 3 donc, mais aussi parce que c'est le premier pilote monégasque à marquer des points depuis un autre pilote monégasque lors de la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 en 1950, imaginez-vous, donc c'était il y a plus de 60 ans. Et donc voilà, c'est rien que pour cela extraordinaire de pouvoir voir Charles Leclerc faire ce résultat-là. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait, c'est un pilote talentueux et pourquoi pas peut-être un futur champion du monde, qui sait. Parce que forcément sur un circuit urbain comme celui de Bakou qui est très difficile, finir 6ème avec une voiture qui est moins forte que les autres, c'est une super performance. On a ensuite Sergio Pérez qui finit 2ème dans mes tops.
Sergio Pérez, puisqu'il a fini sur le podium, troisième donc avec une Force India, c'est extraordinaire lui aussi. Malgré la pénalité de 5 secondes qui lui a été infligée, il a réussi à profiter des adversités. Là aussi, il a profité des abandons pour finir troisième. Donc un autre podium pour Sergio Pérez qui, comme l'année dernière, finit au podium. Pour moi, c'est mérité, sa deuxième place dans mes tops. On a eu une conduite solide de la part du pilote mexicain qui a su rattraper ses erreurs du début de course. Et pour moi, c'est tout à fait logique de le placer deuxième dans mes tops. Ensuite, en troisième, j'ai placé avec beaucoup de difficultés, je dois vous dire, parce que s'il y a eu beaucoup de choses à raconter sur le Grand Prix de Bakou et pas mal de pilotes qui ont brillé, notamment Fernando Alonso, puisqu'il a fini 8ème. 8ème, non, 7ème, le pilote McLaren. Donc, ouais, il a fini, ouais, 7ème le pilote McLaren. Donc, voilà, c'était très difficile, puisqu'il y a eu pas mal de pilotes qui ont fait de très bons résultats. Et bien, j'ai placé Kimi Raikkonen. Voilà, Kimi Raikkonen dans mes tops. Quelle course il nous aura fait, Kimi Raikkonen. Il a au tout début de la course, eh bien, partie 6ème, été rétrogradé jusqu'à la 15e, 16e place suite à son arrêt au stand parce qu'il a dû changer d'aileron avant. Il est donc parti de très très loin. Il a maintenu sa ligne et il a continué à lutter. Il a profité bien évidemment des abandons, que ce soit des Red Bull et puis ensuite de Valtteri Bottas pour finir deuxième. Raikkonen, donc c'est quand même pas mal ce qu'il a fait Raikkonen, et pour cela, eh bien, je le place dans mes tops. C'est mérité pour le pilote Ferrari qui a fait une course solide. Pour moi, c'est une course solide et il mérite donc cette place dans les tops. On va parler donc du coup des flops pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et donc dans mes flops, eh bien, ça a été très difficile pour moi de choisir. Et dans mes tops, eh bien, je vais placer Max Verstappen. Voilà, Max Verstappen premier. Pourquoi ? Parce que il a réalisé quand même quelque chose qui est très risqué, une manœuvre risquée. Il a bloqué Daniel Ricciardo. Alors c'est un fait de course. On ne devrait pas vraiment sanctionner Verstappen d'une pénalité sur sa super licence. Mais je le mets dans mes flops parce qu'il a coûté la course à son écurie, Max Verstappen. Je pense que c'était pas nécessaire de bloquer son équipier comme ça. Ils étaient tous les deux dans des bonnes places. Red Bull avait des gros points à gagner avec leur position. Et même avec une bonne stratégie décalée, ils auraient même pu essayer de faire mieux. Donc voilà, sa manœuvre était risquée. Et donc pour moi, c'est normal de mettre Verstappen au top de mes flops. Il a fait un crash qui a fait que son écurie Red Bull, elle est sortie bredouille de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est très dommageable ce qu'a fait Verstappen. Ensuite, en deuxième dans mes tops, j'ai eu beaucoup de difficultés là aussi à choisir. Mais j'ai mis Esteban Ocon et Sergei Sirotkin. Donc voilà, j'ai mis deux pilotes à cette deuxième place de mes flops. Ocon parce qu'il a raté son départ. Il a raté son départ de forme grotesque. Il était 7ème, il était derrière Raikkonen. Il avait juste à maîtriser correctement sa monoplace, pas forcément de chercher la manœuvre risquée, et il aurait réussi à se retrouver aux environs de la 8ème place. Donc il était à côté de son coéquipier Sergio Pérez, et quand on sait que Sergio Pérez a fini 3ème, il aurait même pu espérer une 4ème place et dépasser Vettel, pourquoi pas, ou finir 5ème ou 6ème. Donc c'est des gros points qu'il perd sur une erreur de débutant. Il finit par s'encastrer contre un mur. Donc voilà, c'est dommage pour Esteban Ocon, et c'est pour cela que je le mets deuxième de mes flops, à égalité avec Sergei Sirotkin. Pourquoi Sergei Sirotkin ? Eh bien parce que lui aussi a fait une grosse erreur sur ce tour, tout comme Esteban Ocon. Il a fini par abandonner en causant quelques collisions, notamment avec Fernando Alonso, qui a fini avec une double crevaison. Sirotkin qui était d'ailleurs lui aussi bien placé, il était devant les McLaren, il était bien placé pour marquer des bons points. Quand on voit la position à laquelle a fini Lance Stroll, on se dit que Sirotkin qui était devant son coéquipier, il me semble, on se dit que Sergei Sirotkin il aurait pu aussi faire de bons points. Non, il était derrière Lance Stroll en qualification, mais voilà, il aurait pu quand même faire de bons points quand on voit la position finale à laquelle a fini Lance Stroll. Il aurait pu prétendre à pourquoi pas une 10ème place, puisque Brandon Hartley a fini 10ème. Donc voilà, c'est débile de la part de Sergei Sirotkin, ses actions, et donc du coup, voilà pourquoi je place Ocon et Sirotkin comme deuxième de mes flops. Ensuite, le dernier de mes flops, c'est le pilote français Romain Grosjean.
Romain Grosjean, je l'ai placé un peu pour la manœuvre qu'il a fait lors de ce Grand Prix, c'est-à-dire la manœuvre débile sous safety car lorsqu'il est en train de chauffer ses pneus et qu'il finit par s'encastrer contre un mur, parce que jusqu'à ce moment-là, hein, Romain Grosjean pour moi c'était le MVP de la course. Il avait commencé dernier, et puis il avait remonté petit à petit, il était sixième il me semble. Romain Grosjean, il était dans les points, il était bien placé, tout était correctement bien fait pour Romain Grosjean pour qu'il place des gros points pour As. Et là, il nous sort une erreur de débutant. Et ça, c'est incompréhensible pour un pilote de l'expérience de Romain Grosjean, qui comme on le sait, a été critiqué aussi pas mal de fois, notamment en 2012, suite à certains crashs, notamment contre Fernando Alonso à Spa, pour ceux qui s'en rappellent, en Belgique, lors du Grand Prix de Belgique 2012. Donc voilà, Romain Grosjean, on était en droit de s'attendre quand même à avoir pas mal de bonnes choses, lui qui a de l'expérience, et puis finalement il nous sort un accident stupide et impardonnable, puisque son écurie, elle finira par ne pas avoir de points sur ce Grand Prix, là aussi. Donc voilà, Grosjean, c'est totalement inadmissible, son accident, totalement même oubliable. Et donc c'est pour cela que je le mets dernier de mes flops. Et donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs mon classement des tops et flops à l'écran. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est le classement à l'heure actuelle. Il va continuer à changer et je le commenterai d'ailleurs, mais pas tout de suite parce que on est encore au début de la saison. C'est que le quatrième Grand Prix, je pense d'ici le 7e ou 8e Grand Prix de la saison, donc d'ici peut-être le Grand Prix de France, on pourra se faire un avis et commenter à la mi-saison l'état actuel du championnat du monde de Formule 1. Alors voilà, ce sera tout pour mes vidéos. Qui, je vois, elle dure quand même sacrément longtemps. J'en profite pour vous annoncer donc la prochaine date du prochain Grand Prix d'Espagne, sur le circuit de Barcelone, en Catalogne, du 11 au 13 mai. Il sera diffusé sur Canal+, en France. Canal+ Sport diffusera les qualifications et les essais libres, et Canal+ diffusera la course. En Belgique, ce sera à suivre sur l'A2, pour toutes les séances de ce week-end de course. Et puis en Suisse, la Formule 1 sera diffusée sur les chaînes RTS 1 et 2 pour les autres pays francophones. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire salut à vous et à la prochaine sur Formula Wrestling. Ciao tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.